bonjour. L'industrie est face à un sacré défi, non? Réduire son empreinte carbone. Oui, et en même temps maîtriser les coûts de l'énergie qui grimpent en flèche. Exactement. Tout ça sans perdre en compétitivité. C'est l'équation complexe. Tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les stratégies, les retours d'expérience sur l'efficacité énergétique industrielle. C'est ça. On va regarder ce qui marche, ce qui bloque. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire les leviers concrets, mais aussi les obstacles un peu cachés. Absolument. Et c'est crucial parce que ça touche directement la performance économique. La pression, elle vient d'abord des clients. Ah oui, les clients sont plus regardants sur la décarbonation. De plus en plus. Et puis, il y a le coût de l'énergie lui-même. Pensez à la production de chaux chez Loist, par exemple. J'imagine que ça consomme énormément. Énormément. Ça peut monter jusqu'à 50% du coût de revient. C'est juste énorme. 50%. Ok, d'accord. Et là-dessus, on ajoute la réglementation. Bah oui, les audits énergétiques qui sont obligatoires pour les grandes entreprises. Le fameux système ETS, les quotas carbone européens. Voilà. Et puis les CE, les certificats d'économie d'énergie, ça crée une pression constante. Ça incite à agir ou au moins à y réfléchir sérieusement. Oui, et d'ailleurs on voit de plus en plus d'entreprises qui adoptent la norme ISO 50 000 ans. Pour structurer leur management de l'énergie. Exactement. C'est une démarche volontaire, mais elle a un avantage. Elle exempte des audits obligatoires. D'accord. C'est une belle carotte comme on dit. C'en est une, oui. Bon, face à tout ça, par où on commence? On pense tout de suite aux grosses technologies, mais peut-être pas. C'est souvent le réflexe. Mais en fait, la priorité c'est L'existant. la sobriété. La sobriété d'abord. Optimiser ce qu'on a déjà. L'ADEME parlait déjà en 2012 d'un potentiel de 20% d'économie d'ici 2030. Juste par l'optimisation. 20%, c'est considérable sans tout changer. C'est énorme. Et c'est un gisement qu'on a tendance à sous-estimer. Donc ça veut dire regarder la maintenance de près. Un équipement mal réglé, ça consomme plus, j'imagine. Bien sûr, la maintenance préventive, c'est crucial. Mais il y a aussi l'organisationnel, les comportements. Des aspects moins techniques, quoi. Moins techniques, mais parfois très efficaces. On a l'exemple de Rocket. Ils ont montré que juste sensibiliser et former le personnel, Ça génère des économies. des économies substantielles, sans investir des millions. Mais pour faire tout ça, il faut une chose essentielle, mesurer. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure, c'est ça. Exactement. L'exemple de MasterTech chez Schneider, avec leur système de comptage et d'analyse de données, c'est parlant. Ils traquent les gaspillages. C'est un très bon exemple. Mais le problème, c'est que cette culture de la mesure, elle est loin d'être généralisée. Surtout dans les PME, peut-être? Oui, surtout PME et ETI. Le taux d'équipement en compteur, en système de suivi, il reste assez limité. Et ça, c'est un frein. Sans données fiables, Difficile de savoir où agir et si ça marchait. voilà. Difficile de cibler et de prouver les gains ensuite. D'accord. Une fois qu'on a gratté ces économies sur l'existant, là on peut regarder les technologies plus structurantes. La chaleur fatale, on en entend beaucoup parler. Ah oui, la chaleur fatale, c'est un gisement majeur. On a des fours, des séchoirs qui rejettent de la chaleur à haute température, parfois 400-500 degrés Celsius. Et on peut la récupérer. On peut, mais c'est pas si simple. Il y a des défis techniques. L'encrassement des échangeurs, la corrosion, le point de rosée aussi. Le point de rosée, c'est-à-dire? Il faut éviter que la vapeur d'eau dans les fumées condense au mauvais endroit. Ça peut abîmer le matériel et réduire l'efficacité. Loist a bien expliqué ces difficultés. Et cette chaleur récupérée, on en fait quoi? On la réutilise sur place? Oui, soit en interne pour d'autres besoins, soit on peut la vendre à un réseau de chaleur urbain ou même produire de l'électricité dans certains cas. Et pour sortir du gaz ou du fioul, quelles sont les pistes? Le solaire thermique? Le solaire thermique progresse, oui. On a vu de gros projets comme chez Lactalis, 13 mégawatts, c'est pas rien. Là, c'est les brûleurs gaz par des systèmes électriques. Et la biomasse? Le biométhane. Alors, la biomasse est une option, mais la combustion peut être compliquée selon le type de biomasse. Le biométhane, c'est très intéressant niveau carbone, mais il y a un surcoût par rapport au gaz fossile, les volumes disponibles sont encore limités, et il y a un point de blocage réglementaire au niveau de l'ETEFS. Ah oui. Il n'est pas reconnu comme zéro carbone. Pas complètement. Ou en tout cas, les règles actuelles ont du mal à bien prendre en compte son bénéfice sur l'ensemble du cycle. C'est un frein. D'accord. Et puis il y a les solutions plus locales, le photovoltaïque sur le toit, le petit éolien. Oui, la géothermie aussi dans certains cas. L'intégration locale, c'est important. Pourtant, malgré toutes ces solutions, on a l'impression que ça avance lentement. Quels sont les freins principaux, Evelyne? Le nerf de la guerre. Le financement. C'est toujours un obstacle majeur. On privilégie la rentabilité à court terme? Souvent.
Oui. Et c'est difficile de bien modéliser et de garantir les économies d'énergie sur le long terme pour convaincre les financeurs. Le tiers-financement existe. Ou une entreprise externe finance et gère le projet. C'est ça. Mais certains industriels hésitent. Ils ont peur de perdre le contrôle de leur installation. Il y a aussi la peur de toucher au procédé lui-même, non? Au cœur de métier. Exactement. La crainte d'impacter la qualité du produit, le rendement, c'est légitime. Et la confidentialité des données de production, c'est aussi un point sensible. On comprend. Et le marché des entreprises qui proposent ces solutions, il est comment? Il est perçu comme un peu fouillis, moins structuré que celui des énergies renouvelables, par exemple. Difficile de savoir à qui s'adresser. Voilà. Trouver le bon interlocuteur, surtout si on cherche une offre complète, intégrée, c'est pas toujours évident. On a des forces en France, sur les moteurs, l'instrumentation. Schneider, par exemple. Oui, mais on a des faiblesses sur d'autres segments, comme les grosses chaudières industrielles. Bon, malgré tout ça, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? Des perspectives? Ah oui, quand même. Le potentiel reste immense. Et puis, il y a le marché international. L'export pour les entreprises françaises. Tout à fait. Nos grands groupes comme Engie, EDF, Schneider sont déjà bien présents à l'étranger, dans des pays qui bougent sur ces sujets. Et puis, l'innovation ne s'arrête pas. La R&D continue. Oui, sur la combustion, le séchage, les échangeurs, les centres de recherche, les pôles comme Tenerdis jouent un rôle clé là-dedans. Donc, pour résumer, l'efficacité énergétique dans l'industrie, c'est un chemin complexe. Il faut jouer sur plusieurs tableaux, l'optimisation de l'existant, les nouvelles technos, le financement, et puis naviguer ce marché des solutions qui se structurent. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une question pour l'avenir. Au-delà d'optimiser chaque machine, chaque équipement, Oui. le vrai saut, est-ce qu'il ne viendrait pas d'une vision beaucoup plus systémique? Une approche qui utiliserait vraiment les outils numériques, l'industrie du futur, comme on dit? Pour une gestion globale de l'énergie. Une gestion globale, interconnectée, dynamique de tout l'outil de production. C'est peut-être là que se trouve le prochain grand gisement d'économie.